2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leur projet et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du Pays d'Arles. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans la deuxième émission des élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio RPA. Merci de nous suivre sur le Facebook Live. Vous pouvez bien évidemment partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens puissent écouter, s'informer, réagir et aux réactions de notre candidate du jour. Tout au long de l'émission, vous pourrez intervenir et poser vos questions dans le respect de chacun. Et ce soir, comme tous les autres soirs, je suis accompagné de Stéphane Del Corso, directeur de la radio RPA. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien, merci depuis hier. Tout va bien. Tout est prêt, la technique est au top ce soir ? Tout devrait aller, on va prier pour que le réseau internet fonctionne bien. On essaye, voilà. on essaye. Et ainsi que de Ludovic Gazan, mon binôme, grand animateur de cette même radio, qui sera en charge de retranscrire en direct donc vos réactions, vos questions, et qui sera le modérateur, le sniper de ce live Facebook. Bonjour Ludovic. Bonjour Baptiste. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis prêt, regarde ça se voit d'ailleurs. Tu es sur portable, les stylo, Stabilo, Facebook Live, je suis au taquet. Il y a du monde déjà qui se connecte ? Il y a déjà du monde qui se connecte, on n'a pas trop de messages pour l'instant, mais ouais, ça commence doucement net. En tout cas, ce casque te va très très bien. À ravir, merci. Pour poser vos questions, vous pouvez soit le faire directement via les commentaires du live, ou vous pouvez continuer à envoyer des messages privés pour qu'on les pose de façon un peu plus anonyme, et également sur le site www.radiorpa.fr, mais ce sera des questions pour les autres jours quand nous ne pouvons pas en direct les consulter. L'émission va se dérouler en 3 parties. Entre chaque partie, il y aura un morceau de musique choisi par le ou la candidate du jour. La première partie, ce sont les questions les plus récurrentes et pertinentes que vous avez posées sur le site www.radiorpa.fr. La deuxième partie, 5 thèmes seront tirés au sort parmi 15 proposés aux candidats et il y aura 5 minutes pour piocher et s'exprimer dessus. Les autres thèmes seront abordés rapidement autour de questions-réponses assez rapides. Et enfin, il y aura une 3e partie avec Ludovic qui se chargera de poser vos questions que vous aurez posées tout au long de l'émission. Nous ne pouvons évidemment pas poser toutes les questions en direct. Hier, nous en avons eu beaucoup. Donc n'hésitez pas quand même à les mettre car le replay continue de tourner jusqu'aux élections et les candidats pourront éventuellement continuer à répondre en écrivant sous les commentaires de chaque question que vous aurez posée. Et donc ce soir, pour la deuxième émission, nous recevons la candidate qui représente La République En Marche, Monica Michel. Monica, bonsoir. Bonsoir Baptiste et bonsoir RPA. Bienvenue sur Radio RPA. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout à fait normal. C'est important que les Arlésiennes et les Arlésiens puissent, s'ils ont des questions à poser, avoir les réponses des candidats. C'est le but de ces émissions que nous mettons. Très bien. Merci Bravo. beaucoup. Alors vous êtes depuis le 21 juin 2017 député de La République En Marche de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous avez 62 ans, vous vivez à Arles depuis 35 ans, si je ne me trompe pas. Et justement, vous êtes député, vous vous présentez à la mairie d'Arles, député-maire, ce n'est plus possible. Alors, comment envisagez-vous directement la suite, si évidemment vous êtes élu ? Alors, je suis effectivement députée depuis juin 2017, j'ai 64 ans. Je suis à Arles depuis juillet 1985. D'accord. C'est dire que ça fera bientôt 35 ans. J'ai posé mes valises ici et j'ai souhaité que ma famille ait ses racines ici. Être député maire, ce n'est pas possible, effectivement, et il est très clair que si je suis élu maire en mars, le 22 mars, j'abandonnerai mon mandat de député pour être maire à temps plein, ici, à Arles. C'est un choix qui a été fait depuis le départ. Non, parce que c'est un choix que je n'ai pas fait depuis le départ. Je ne pensais pas être candidate à la mairie d'Arles, en fait. D'accord. Ce choix, je l'ai fait cet été. Je l'ai fait parce qu'en fait, j'ai eu des sollicitations de la part de personnalités arlésiennes qui m'ont dit franchement, Monica, ce serait génial que tu y ailles parce que finalement, si on prend les mêmes et qu'on recommence, il n'y aura pas de changement dans notre ville. Personnalité que l'on... Non, je ne citerai pas des personnalités qui me soutiennent, mais dont je ne citerai pas les noms. Très bien. Et c'est quelque chose qui, effectivement, m'a interpellée. Et puis, en y réfléchissant bien, je me suis dit que finalement, tous les dossiers que j'avais portés en tant que députée auprès de l'exécutif, auprès du gouvernement, s'agissant du contournement autoroutier, s'agissant de la non-fusion avec la métropole, s'agissant d'un grand plan Rhône pour notre ville et pour le territoire, ce sont des dossiers qui sont aujourd'hui plutôt devenus des dossiers locaux, puisque le contournement autoroutier d'Arles est finalement
de nouveau sur la table, et c'est le préfet de région et les services de l'État qui se chargent aujourd'hui des concertations et des consultations qu'il faut mener, avec un calendrier à l'appui. Un comité des élus a été créé par le préfet et ça suit son cours. Et en ce qui concerne la fusion métropole, c'est un dossier qui est suspendu aujourd'hui. Par conséquent, ça dépendra du local. Et plan Rhône, pareil. Donc, si on rajoute les sollicitations, les dossiers qui sont plutôt devenus des dossiers locaux pour moi, ça m'a conforté dans l'idée que finalement, si je voulais agir pour Arles, il fallait être élu local. Très bien. On a beaucoup de questions sur ça. On y reviendra petit peu plus en précision tout à l'heure. Alors, hier, vous avez tenu votre premier meeting de campagne à la salle des fêtes à Arles. Et évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté de la question. Tout d'abord, que s'est-il passé avec la CGT, Monica, Michel, hier soir ? Alors, tout d'abord, c'était pas mon premier meeting. Je ne sais pas ce qu'on met sous le vocable meeting. Moi, c'était ma première réunion publique, en quelque sorte. Il y a eu une première réunion publique sur le rôle de la femme, ici à Arles. Une deuxième réunion publique sur les exemples en matière de transition climatique, des exemples qui réussissent ailleurs et qui pourraient aisément être dupliqués chez nous. Et depuis l'annonce de votre candidature, c'était la réunion de présentation du programme, du projet pour Arles. Donc, vous me posez la question, que s'est-il passé ? Il ne vous a pas échappé. Et là, je ne souhaite pas trop m'étendre là-dessus, puisqu'il s'agit d'un sujet national. On est ici pour parler d'un sujet local. Il ne nous a pas échappé qu'il y a la réforme des retraites actuellement en discussion. Et la CGT a souhaité effectivement me sensibiliser sur ce dossier. Je les ai écoutés. Je leur ai proposé que nous nous rencontrions dans ma permanence de député et je leur ai même proposé 2 créneaux la semaine prochaine pour cette rencontre. Donc, comment s'est déroulée la suite du meeting avec environ 250 personnes ? C'est ce qui a été La suite du meeting s'est très bien déroulée dans la salle des fêtes, autour de 250 personnes, tout à fait. J'ai trouvé que c'était un meeting extrêmement sympathique, avec des personnes qui étaient à l'écoute. On a échangé, il y a eu des questions-réponses à la fin de cette rencontre que j'ai trouvé vraiment très bien. Très bien. Alors, on va commencer avec les questions qui nous ont été posées sur le site internet www.radio-rpa.fr. Il y en a eu beaucoup. On a essayé de rassembler celles qui étaient les plus pertinentes, mais surtout les plus récurrentes. Et on commence avec une question de Saïd, 28 ans, qui nous dit « On sait actuellement que la cote du président de la République, M. Macron, n'est pas au beau fixe. Vous soutient-il ? Si c'est le cas, pensez-vous que cela peut être un frein à votre élection ?» Alors, il ne vous a pas échappé, je suis une députée En Marche, issue de la société civile. Je ne suis pas une professionnelle de la politique, je suis une professionnelle tout court, puisque tout mon parcours, je l'ai fait en entreprise. Et j'ai décidé de me lancer dans la politique en mai 2017, et après une campagne éclair, j'ai été élue députée En Marche. J'ai effectivement, lorsque j'ai pris ma décision de me présenter comme candidate pour la mairie d'Arles, sollicité l'investiture d'En Marche pour ce qui me concerne. C'est ce que j'ai fait. En Marche m'a investi et ce que j'ai souhaité aussi avec l'équipe qui est autour de moi, c'est de conduire une liste qui soit une liste totalement ouverte, une liste républicaine et une liste en fait qui accueille des gens totalement nouveaux, si je puis dire, comme moi, issus de la société civile, pas des professionnels de la politique, pas les sortants ni les sortis, et une liste finalement de gens, de personnes amoureuses de leur ville et qui ont envie de changer Arles. Et c'est une liste qui ne comprend pas d'extrême non plus, mais une liste totalement ouverte. D'accord. Mais donc, du coup, la question de Saïd qui est, est-ce que le président Macron vous soutient officiellement et ouvertement ? Ben écoutez, je n'ai pas demandé de soutien du président Macron. Il n'est pas dans les habitudes des candidats d'aller demander, à ma connaissance, le soutien de leur président de la République. Il s'agit, je rappelle, d'une élection locale qui concerne les Arlésiennes et les Arlésiens. Et les candidats se présentent avec leurs projets
et explique aux Arlésiennes et aux Arlésiens en quoi le projet consiste et en quoi leurs projets vont vraiment changer la donne dans cette ville. Alors on continue avec une question d'Anaïs, 34 ans, qui nous parle d'éducation. Bonjour, il y a près de 700 000 cas de harcèlement scolaire en France, Arles ne devant pas faire exception. Pourriez-vous nous dire ce que vous comptez mettre en place pour prévenir et essayer de stopper ce fléau qui envahit nos écoles primaires, collèges et lycées ? Alors, tout d'abord, vous savez, en ce qui concerne l'éducation, la commune a en charge, en ce qui concerne l'infrastructure notamment et l'environnement, pas les programmes même en matière d'éducation, les classes élémentaires, les classes maternelles, les collèges, comme vous le savez aussi, sont sous l'autorité du conseil départemental et les lycées sous l'autorité du conseil régional. Donc la commune doit effectivement mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que l'environnement de l'école dont la commune a la charge soit le mieux possible organisé en termes de propreté, en termes aussi de qualité d'espace, là où vivent nos enfants. Et l'Éducation nationale met en place les programmes qu'il faut pour que les éducateurs, pour que les enseignants, pour que les professeurs puissent être à l'écoute, le cas échéant, de problèmes de harcèlement. Il y a des psychologues qui sont formés dans ce domaine-là, mais ça ne relève pas nécessairement de la commune. Il va de soi que si la commune est informée, si le maire est informé ou si l'adjoint à l'éducation est informé d'un tel problème... Pardon, mais la commune peut prendre des décisions pour l'entourage, effectivement, des écoles et des lycées, comme vous le disiez. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être une proposition à ce niveau-là ou quelque chose qui peut répondre à Anaïs qui nous dit, voilà, autour du collège, autour de l'école, autour du lycée, qu'est-ce qu'on peut proposer pour réduire cette insécurité ? Alors, je pense que ce qu'il faut, c'est déjà être informé. Parce que pour cela, il faut que les personnes qui travaillent pour la commune puissent être informées de cette situation. Ce que je propose dans mon programme en matière d'éducation, c'est de créer un projet local qui n'existe pas aujourd'hui. Vous savez que le PEL est une orientation portée par plusieurs ministères, ministère de l'Éducation, ministère de la Jeunesse, sport, ville, pour que justement on soit totalement à l'écoute de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Et à partir de là, que remontent effectivement les problèmes d'ordre en matière de harcèlement pour que les solutions puissent être mises en œuvre dans ce domaine. Le PEL n'existe pas aujourd'hui à Arles. Le PEL, plan... Alors, c'est le projet d'éducation locale. Très bien. Ludovic, peut-être, une intervention. Oui, j'ai une intervention concernant l'éducation du coup et la jeunesse. On est en plein dedans. Paulette, 42 ans, qui nous dit « Arles vieillit, on n'arrive pas à retenir les jeunes et peu de choses qui les font venir s'ils viennent ou dormir. Il manque des logements étudiants, des formations, des diplômes, des activités, des lieux de rencontre. La jeune génération fera le Arles de demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça ?» Madame a parfaitement raison. C'est une réalité. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas suffisamment de formation supérieure. Ouais. Déjà, chez nous devrions avoir plus de jeunes, plus de formations post-bac. Et ça, c'est une réalité. Donc, c'est quelque chose qui fait partie, effectivement, de notre programme. Après, pour avoir les jeunes chez nous, au-delà de la formation, il faut qu'il y ait aussi... Et Madame l'a dit, le logement qui va bien. Nous sommes dans une ville, ici, où il y a eu énormément de développement je ne veux pas faire de publicité, de location saisonnière. La location saisonnière a ceci de particulier, c'est que la saison, elle peut parfois être hors pendant les vacances scolaires, mais ça peut aussi dépasser les vacances scolaires. Ce qui veut dire que les jeunes, les étudiants ont des difficultés effectivement à se loger. Une autre difficulté est le coût, le prix des loyers. Et très clairement, dans le programme que notre équipe propose, c'est la création de logements supplémentaires pour les étudiants. Mais ce n'est pas tout, parce que les jeunes, il faut qu'ils puissent trouver du travail aussi. Et l'objectif, c'est de créer l'environnement qu'il faut
pour que les jeunes puissent trouver du travail ici à Arles, si ce n'est pas nécessairement dans leur objectif de travailler dans le tourisme ou dans la culture. On continue avec une question de Pascal, 47 ans. Quelles mesures prendrez-vous pour tous les dépôts sauvages récurrents que l'on voit dans nos quartiers ? Alors, les dépôts sauvages, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas un sujet que pour Arles, ici, le centre-ville, mais c'est aussi dans les quartiers, effectivement, et c'est aussi le cas dans les villages et dans les hameaux. Je parlais tout à l'heure d'une réunion publique que j'ai organisée en octobre dernier sur les modèles, les exemples qui fonctionnent ailleurs, et notamment en matière de déchets. Vous savez qu'il y a un projet pilote sur le Rhône sur la déchetterie flottante. C'est une réalité, ça fait 3 ans que ça fonctionne à Lyon, et c'est ce que je propose de mettre en place ici à Arles. Bon, il s'agit de déchetterie pour les déchets ménagers et pas pour les déchets effectivement professionnels ou de gravats ou des choses comme ça. Mais peut-être important aussi de souligner que l'organisation de l'enlèvement des déchets n'est pas sous l'autorité de la commune, mais sous l'autorité de la communauté d'agglomération. Et la commune a la responsabilité de la propreté de la ville, de ses quartiers, de ses hameaux, de ses villages. Donc, il y a un plan déchets qui est prévu par l'État et qui fixe comme date butoir 2025 pour sa mise en œuvre, et qui comprend effectivement l'organisation du tri, qui comprend la revalorisation aussi des déchets qui doivent l'être, et c'est quelque chose que la commune, comme la communauté d'agglomération, devront effectivement mettre en œuvre dès que ce changement d'organisation sera opéré d'ici le mois de mars. Justement, quel lien pensez-vous entretenir avec la communauté d'agglomération ? Comment voyez-vous le... Je pense que compte tenu des compétences que détient la communauté d'agglomération, il est indispensable que la maire d'Arles soit aussi à la présidence de la communauté d'agglomération. Compétences déchets, compétences économiques. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir gérer les deux entités. Et pour finir avec les déchets, vous savez que nos déchets partent en camion pour enfouissement à Bellegarde. Et il y a 1200 camions par an qui font ces trajets. Nous sommes au bord d'un fleuve et le Rhône a un rôle considérable à jouer dans ce domaine. C'est-à-dire que si je suis élue maire en mars prochain, très rapidement, sans doute dans l'année qui suivra, il y aura au moment de l'appel d'offres pour les déchets pour 2021, une demande pour que ces déchets soient transportés par le fleuve sur péniche et non plus par camion. D'accord. On continue avec une question de Mathias, 29 ans, qui dit pourquoi être aussi discrète, alors que vous avez fait beaucoup pour le contournement, le plan Rhône et la non-intégration d'Arles dans la métropole lors de la venue de M. Macron à Marseille. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui aime mettre sur la place publique tout ce que je fais. J'ai toujours fonctionné de la sorte, c'est-à-dire d'abord je fais ce qu'il y a à faire. Je fais ce que je me suis engagée à faire, d'abord. Et s'il y a lieu de communiquer, je le fais après. Donc, en ce qui concerne le contournement autoroutier, c'est vrai que ma demande est montée au plus haut niveau de l'État puisque j'ai interpellé le président de la République lors de son passage. Mais en même temps, il faut rappeler que le contournement autoroutier est un dossier qui a été porté sur ma demande par tout le monde, ici, tous les intéressés. C'est un gros sujet. Ça a été un très gros sujet. Ça a été un très gros sujet. Vous savez que la ministre des Transports, Madame Borne, avait confié à Monsieur Duron et son comité le soin d'établir un rapport sur les grands projets d'infrastructures en France, qu'il s'agisse d'infrastructures routières ou ferroviaires. Et le projet du contournement autoroutier d'Arles avait été relégué
en deuxième ou en troisième position. J'ai demandé à M. Duron, président de ce comité, de recevoir la délégation arlésienne. Et nous sommes allés à Paris avec M. le maire, avec M. le premier vice-président de la CCM, avec M. le représentant du conseil départemental, avec M. le président de la chambre de commerce d'Arles, avec la représentante du président de la CCM, avec le président du CIMADREM, pour expliquer à M. Duron que ce contournement était indispensable pour Arles, indispensable pour des questions de santé publique, indispensable pour des questions de sérénité dans la ville. Nous l'avons vécu aujourd'hui. Vous vous rendez compte, à chaque fois qu'il y a un problème sur la 113, que se passe-t-il ? Eh bien, vous avez le déversement des véhicules de voitures à l'intérieur de la ville et ça devient absolument infernal. Nous étions tous, je termine là-dessus, Baptiste, excusez-moi, nous étions tous d'accord sur le fait que ce contournement est une urgence pour la ville d'Arles. Et d'ailleurs, nous avons été entendus, puisque M. Duron, dans la foulée, a fait un courrier à Mme Borne pour expliquer qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments au moment où il avait fait son rapport et qu'il venait de recevoir des éléments nouveaux, confortant le fait que c'était extrêmement prioritaire d'avoir ce contournement. Mme Borne a donné instruction au service de l'État, à M. le préfet, pour que ce dossier s'enclenche avec la mise à jour des études, ce qui a été lancé, avec la constitution de groupes de travail pour engager cette concertation avec les personnes concernées, les associations, les politiques, les élus, les gens, les agriculteurs, les éleveurs, etc. C'est une concertation qui, aujourd'hui, suit son cours. Et elle devrait se terminer en février. Ensuite, il y aura une enquête publique qui sera lancée. Il y aura, à ce moment-là, autour du mois de juin, un dossier qui sera porté à la connaissance du maire, enfin des maires, puisque nous sommes, il y a deux communes qui sont concernées. Il y a la commune de Saint-Martin-de-Crau et la commune d'Arles. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura une nouvelle concertation qui sera faite par le maire. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est ce que je propose, qu'il y ait une rapide concertation avec la population. On ne peut pas donner de date aux Arlésiens. Si. Le calendrier est tout à fait calé. Le préfet a mis en place un comité des élus qui comprend le maire d'Arles, le maire de Saint-Martin-de-Crau, quelques élus et la députée d'ailleurs. Les travaux devraient être terminés en 2028. D'accord. C'est le calendrier qui est aujourd'hui officiel. Ce que je déplore, que je trouve inadmissible, c'est que nous étions tous d'accord pour que ce contournement, cette demande du contournement, cette demande pour que ce contournement soit prioritaire, que nous soyons tous d'accord pour porter cette demande, que nous soyons entendus et qu'aujourd'hui, j'entends ici et là, pour des raisons que je ne m'explique pas, que finalement, est-ce que vraiment nous avons besoin de ce contournement ? Est-ce que nous ne devrions pas plutôt avoir un tunnel ? Nous avons attendu 25 ans pour avoir un dossier qui aujourd'hui est sur le dessus de la pile. Aujourd'hui, les gens travaillent et nous voyons le bout du tunnel, si je puis dire, de ce dossier. Pour s'entendre dire, eh bien, il faut que nous puissions maintenant réfléchir à autre chose. Qui c'est qui dit ça ? Vous avez entendu les candidats comme moi. Moi, c'est ce que j'ai entendu à gauche, à droite. Et on leur demandera du coup. Mais bien sûr, je trouve que c'est une parce que l'autre solution, c'est je trouve que c'est irrespectueux à l'égard des Arlésiens que de sortir cet argument aujourd'hui. Et je déplore vraiment cette prise de position-là. Moi, ma position, elle n'a pas changé. Je suis pour que nous vivions dans une ville qui soit le plus possible libérée de toute forme de pollution. Vous savez qu'il n'y avait pas de mesures de pollution en bas de la ville. Il y avait des mesures qui étaient prises en haut de la ville. J'ai demandé à Atmo Sud de faire en sorte qu'il y ait des prises de mesures à la roquette. Ça a été mis en place. Et nous avons constaté quoi ? Mais qu'il y a effectivement la pollution par particules sur cette zone de la ville. Ce n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on veut croire... Il suffit de regarder la couleur des bâtiments qui sont aux abords de cette 113, mais on veut quoi ? Il y a 4000 personnes, plus de 4000 personnes qui sont riveraines
de cette route nationale. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et c'est une priorité, et c'est extrêmement important si on veut avoir du respect pour les personnes qui habitent dans cette ville. Eh bien, c'est important que ce contournement il voit le jour et que le calendrier soit tenu. Très bien. On passe à autre chose pour que tout soit plus ou moins traité. Bien sûr. Une question précise d'Éric, 28 ans. Un collectif d'usagers se mobilise depuis le 16 octobre dernier et la grève des agents de la médiathèque. Ils ont publié un manifeste pour la défense de la médiathèque d'Arles. Les agents de la médiathèque demandent des embauches de personnel qualifié et non des mouvements d'agents d'autres services de la mairie, du nouveau matériel informatique. Est-ce que vous avez pris connaissance de la situation, du manifeste, et que leur répondez-vous ? Alors, je suis bien sûr au courant de cette situation. Et lorsqu'on est dans une ville comme Arles, qui fonde son rayonnement sur la culture, pour moi, nous devons commencer d'abord par avoir, si je puis dire, les outils à notre disposition. Et la médiathèque en fait totalement partie. On ne peut pas être bricoleur dans ce domaine-là. Et je ne comprends pas, effectivement, qu'on ne donne pas les moyens qu'il faut à la médiathèque pour que les personnes qui y travaillent puissent disposer de formation pour faire ce métier. Je pense qu'il y a un vrai problème d'organisation, mais ce n'est pas que dans la médiathèque qu'il y a un problème d'organisation au niveau du personnel. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Il va de soi que si je suis élue maire en mars prochain, la première chose qui sera mise en place, c'est un audit participatif sur l'organisation du fonctionnement de la mairie, très clairement. Et dans l'organisation du fonctionnement, il y a aussi, bien entendu, le fonctionnement de la médiathèque. Donc pour vous, une refonte complète de tous les services municipaux ? Je ne dis pas qu'il faut une refonte complète, je dis qu'il faut un audit participatif. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'imposer les choses, il faut discuter, il faut mettre autour de la table les partenaires sociaux et trouver des solutions avec les partenaires sociaux. Et des solutions qui répondent vraiment aux besoins de la ville. Il n'est pas normal non plus que nous ayons des annexes de la médiathèque, notamment dans les quartiers, qui ne soient pas ouvertes. C'est une vraie difficulté. C'était la suite de la question, oui, la réouverture des annexes, augmenter la rotation du médiabus. Mais absolument. Nous avons la chance, nous sommes la plus grande commune de France. Nous avons des hameaux, des villages qui sont excentrés. Mais ce sont des hameaux ou des villages où les personnes payent les mêmes impôts que les personnes qui vivent en centre-ville. Et ces personnes-là ont donc le droit au même service public que les personnes qui vivent en ville. Et dans le service public, j'entends bien aussi l'accès à la culture, l'accès aux livres, l'accès à ce qui est offert dans le centre-ville. Justement, aurez-vous une politique différente pour les hameaux que pour le centre-ville, ou parlez-vous d'une politique globale ? Mais pour moi, il faut tenir compte du fait que les quartiers éloignés, si je puis dire, sont excentrés. Et de façon générale, les services publics doivent être cohérents avec l'organisation géographique de ce territoire. C'est-à-dire que, je le redis, les personnes qui habitent à Salins doivent avoir droit exactement au même service public que les personnes qui habitent en ville. Sauf que il faut que la commune, en coordination avec la communauté d'agglomération, œuvre à ce que la desserte de ces hameaux et de ces villages soit à la hauteur des attentes des personnes qui y habitent. Je vous donne un exemple. À Salier, par exemple, il n'y a pas de bus pour venir à Arles. Vous trouvez ça normal ? Pas moi. Par exemple, on vient à cheval, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, la chose à faire, effectivement, et que je m'engage à faire, c'est de remettre à plat la mobilité qui concerne notre territoire. Et quand je parle de la remise à plat de la mobilité, c'est bien entendu dans le cadre d'une concertation, d'une coordination avec les services compétents, c'est-à-dire de la communauté d'agglomération, sur les transports qui sont offerts aux citoyens. Monica, merci pour cette première partie. On va faire une petite pause. Ludovic, sur les réseaux. Je suis sur le coup. Comment ça se passe ? Eh bien, on a pas mal de questions. Oui. On a pas mal de monde.
On garde ça Donc, pour la troisième partie, on peut-être. garde ça pour la troisième partie. J'aurai peut-être une ou deux questions en deuxième partie pour réagir sur les questions que tu vas poser au préalable. On verra. Très bien. Je vais Stéphane, planifier ça. On a un morceau de musique qui a été choisi par Monica Michel. Oui, un morceau de musique qui s'appelle Pas de Boogie Woogie. Oh. Eddie Mitchell. Pas de Boogie Woogie. Moi, j'adore Eddie Mitchell. Et en plus, c'est en live avec... Avec Johnny et Johnny Jacques Dutronc, la tournée Vieille des Vieilles Canailles. Canailles. Eh bien, alors on écoute les vieilles Canailles, canailles. On se super. retrouve dans quelques minutes pour continuer avec les thèmes que Monica Michel tirera au sort, les 5 thèmes qu'elle développera, puis les autres qu'on continuera à développer. À tout de suite, merci. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. N'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru. Parler mes fidèles sur ce ton. Ah, mes bien chers frères, Eh bien, chère sœur, Prenez avec moi tout son cœur. pas de boogie-woogie avant de faire votre prière du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire votre prière du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas notre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. sur certains visages de l'assistance, il se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie-woogie. Eh bien, chers frères, Eh bien, chères sœurs, prenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas notre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. maintenant tout est fait, tout est dit, et mes fidèles sont partis. Que je reste seul dans ta maison, donnez-les à me dire à quoi bon. Si ton papa peut perdre l'affaire, j'irai tout droit en enfer. J'essaierai encore à la messe de midi, le serment de boogie-woogie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas le boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, provoqué par notre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Faites pas le boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, provoqué par notre Père éternel. Avant vos prières du
surtout un merci à Midi. On ne fait pas de boogie-woogie. Pas de boogie, pas de boogie, pas de boogie. Hey! 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 Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Et donc c'est reparti pour cette deuxième partie en compagnie de Monica Michel. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Ça va? Très bien. Le boogie-woogie, ça s'est bien passé? Oui, ça remet... Ça remet dans un le peu rythme. de peps Oui. et dans le rythme. Donc nous allons attaquer la deuxième partie de cette émission qui sont des thèmes, 15 thèmes proposés et donc 5 que vous allez tirer au sort. La technique avec Ludovic Gazan C'est ça. va vous proposer une casquette avec des petits papiers et vous allez tirer au sort là-dedans. Waouh. Ici ça se passe comme ça sur Radio RPA. Ouais, pas de boogie-boogie, hein. Et la casquette Radio RPA, Et la attention. casquette Radio Elle est RPA, prête. bien évidemment, elle est prête, avec à l'intérieur les 15 thèmes. Et vous allez commencer par le premier thème. Tu peux peut-être annoncer les 15 thèmes Allez, qui sont... pas le temps, les qu'on 15 sache. thèmes. Voilà. Chômage, économie, sport, culture, tradition, nos quartiers, jeunesse, centre-ville, patrimoine, écologie, milieu associatif, la ville du futur, sécurité et propreté. À savoir que les candidats n'ont pas les thèmes en amont, et vous pouvez le confirmer. On ne vous a pas donné les thèmes avant de venir à Ah, l'émission. non, absolument. Voilà. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Ah non, je parce confirme. que pour qu'il y ait une neutralité Oui, parfaite. tout à fait. Et pour la déconne, j'ai rajouté Eddie Mitchell aussi. Oui, on ne sait jamais. Allez, c'est parti. Monica, le premier thème est donc... Allez, vous auriez pu l'ouvrir. Le premier thème, c'est le sport. Waouh. Alors, Monica Michel et le sport. Bah écoutez, je pense que malheureusement, le sport à Arles n'est pas réellement bien pris en compte par la commune. Lorsqu'on regarde les infrastructures qui sont mises à disposition de nos jeunes, je trouve que c'est une honte. Et la commune doit avoir une politique qui soit très claire dans ce domaine-là. C'est-à-dire, là aussi, c'est une question d'égalité. Il faut qu'il y ait des endroits, des espaces pour que nos jeunes puissent s'entraîner. Des espaces qui soient adaptés à la discipline en question. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des pépites dans nos quartiers. Et je trouve anormal que ces jeunes, alors qu'il y a des personnes qui donnent de leur temps pour les entraîner, qui donnent de leur temps bénévolement, et bien que ces jeunes ne soient pas pris au sérieux par la commune, ne soient pas portés par la commune. Alors, c'est une question qui est revenue Oui. souvent pour tous les candidats. Vous serez plus pour une politique du sport de haut niveau et du développement du sport de haut niveau ou plus pour une politique de sport loisir afin que tout le monde puisse y avoir accès? Mais je pense qu'il faut, en matière de sport, répondre aux besoins de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des espaces pour que nos jeunes puissent s'entraîner. Nous avons la chance d'avoir un corps associatif extrêmement riche ici à Arles et beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps justement pour faire de nos jeunes des sportifs accomplis. Donnons-leur cette possibilité de le faire sans avoir à se soucier de comment transporter les enfants d'un quartier à un autre parce qu'il n'y a pas d'espace pour qu'ils puissent s'entraîner librement. Je pense qu'en matière de sport, il faut qu'il y ait aussi de l'espace pour des personnes qui n'ont pas envie de faire du sport pour atteindre des niveaux extraordinaires, du sport santé. Par exemple, des parcours santé, un espace ludique pour les personnes qui ont envie de sport aquatique. Nous avons des piscines ici qui sont loin d'être à la hauteur des attentes des Arlésiennes et des Arlésiens. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, nous avons peu de sportifs de haut niveau, ni de sport au haut niveau. Ça a un coût. Vous parlez de réaménagement et de travaux d'aménagement ou de renouveau. Comment vous pensez financer ces travaux et amener tout, que ce soit le sport loisir ou le sport de haut niveau, à ce que ce soit quelque chose de correct? Je n'ai pas parlé de construction nécessairement lorsqu'on parle de lieux d'entraînement. De réaménagement Nous disposons de locaux aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que ces lieux soient mis à niveau pour répondre aux besoins des sportifs. Ça a un coût, effectivement. Parce que la réponse qu'on a souvent, c'est qu'il manque l'argent. Alors voilà, c'est tellement facile de dire que la ville est pauvre et qu'elle n'a pas d'argent. Notre équipe s'est penchée sur le cas des finances, de la gestion de la commune.
Et encore une fois, j'en profite pour ouvrir une parenthèse pour le dire, nous mènerons aussi un audit sur les finances et sur la gestion de la ville. Et je referme la parenthèse. Et nous avons détecté des marges de manœuvre en matière financière qui nous permettront très certainement, dès cette année, si nous sommes élus, il y aura un budget rectificatif qui sera voté en milieu d'année pour faire en sorte qu'il y ait des fonds qui soient attribués. On peut justement. Quelle manœuvre vous comptez mettre en place? Alors, d'après les calculs que nous avons faits et avec, je le répète avec précision, on peut tout à fait dégager 600 000 euros dès la première année. Et de ces 600 000 euros, nous pourrons accompagner dès 2020 les associations sportives, ou en tout cas en matière d'infrastructure, la rénovation de lieux qui le nécessiteront. Et Dieu sait si ces lieux le nécessitent. 600 000 euros uniquement pour les lieux? Non, je parle de 600 000 euros de marge de manœuvre qui rendent disponibles 600 000 euros. Et ces 600 000 euros, ce que nous prévoyons, c'est une partie pour le sport, effectivement, pour les infrastructures, pour les mettre à niveau. Pour les enfants qui ne partent pas en colonie de vacances aujourd'hui, les enfants défavorisés, c'est de permettre, en mettant une centaine de milliers d'euros dans cet objectif-là, et là on dépasse le sport, que les enfants défavorisés puissent avoir accès aussi aux colonies de vacances, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, puisque seuls certains enfants peuvent y avoir accès. Et en ce qui concerne le sport un peu pour tous, je parlais d'un site, d'un lieu offrant du spa ou de piscines qui permettent aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes, de pouvoir profiter aussi de ce sport. Mais ça peut très bien être de l'investissement public-privé dans le cadre d'un complexe. Si vous lisez mon programme, vous pourrez en prendre connaissance dans le cadre d'un complexe plus grand. Au minime notamment, puisque nous proposons qu'il y ait sur cet espace-là un espace à relates où on peut imaginer qu'il y ait effectivement, au-delà de la chambre de commerce, un palais des congrès, les sites du CIPEN et de MOPA réunis, qu'il y ait aussi un site qui soit ouvert en matière de sport aquatique. D'accord. On continue avec le second thème. Allez. Ludovic, la casquette magique. On secoue. Tu secoues ça très très bien, je trouve. Je me suis entraîné Je suis assez impressionné. toute la journée. Alors, le milieu associatif. Milieu associatif. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir un corps associatif très riche à Arles, puisqu'on a près de 400 associations qui œuvrent dans plusieurs domaines d'ailleurs, domaine de la culture, domaine de l'accompagnement de personnes, dans le domaine sportif, etc. Mais c'est un milieu c'est un corps associatif qui n'est peut-être pas suffisamment aidé, si je puis dire, ou alors aidé de façon peu différenciée. Il y a certaines associations qui reçoivent beaucoup de fonds et d'autres associations qui rament, comme on dit, parce que complètement oubliées. Et pour nous, dans le cadre des marges de manœuvre, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les finances, il y aura autour de 200 000 euros qui pourraient être mis à disposition des associations qui le méritent. Et quand je parle de mérite, c'est-à-dire que il s'agit d'argent public, si je puis dire. Et ce qu'on attend d'une association, c'est qu'il y ait effectivement, que ce soit, si je puis dire, un engagement dans le cadre d'une convention d'objectifs, c'est-à-dire qu'on finance une association, mais l'association s'engage à faire des choses. Et qu'il y ait aussi une évaluation à la suite. Vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a des associations qui touchent des financements et qui ne font pas Je n'en sais rien. Je ne sais pas, mais je n'entends pas nécessairement des bons retours de la part de toutes les associations dans ce domaine-là. Et l'impression que j'ai, au travers des informations que j'ai pu réunir, c'est qu'il y a des associations qui sont très bien aidées, et puis il y a d'autres associations qui ne le sont pas. Alors, donc il faut peut-être introduire, en ce qui me concerne, je compte introduire effectivement de l'équité
dans ce domaine-là aussi. Justement, beaucoup d'associations ont eu des baisses de subventions, notamment du département, de la région, et qu'elles soient grosses ou petites. On peut parler du Festival des Suds comme d'autres associations locales. Comment arriver à rétablir une équité entre les associations fortes, on va dire, à fort potentiel pour la ville, qui amènent beaucoup de monde, et les plus petites associations qui ont aussi le droit et le devoir d'exister et qui meurent petit à petit. Ben, vous dites ça très bien, et c'est tout l'objectif de ce que je propose. C'est-à-dire qu'il y ait une analyse de ce qui est fait pour les associations actuellement, pour les petites associations, pour toutes les associations, et comprendre comment elles sont financées. Et c'est-à-dire mettre plus d'équité aussi dans les subventions qui sont octroyées à ces associations. Vous pourriez, en tant que maire, combler le manque de subventions ou la baisse des subventions qui a été opérée ces derniers temps ? Certainement pas combler les manques de ces derniers temps. Je pense que il y a effectivement eu des baisses de la part des institutions, conseil départemental, conseil régional, dans certains cas, sur les associations qui sont notamment dans la culture. Beaucoup d'associations culturelles, bien sûr. Beaucoup d'associations culturelles, oui, j'ai bien entendu. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que dans le cadre de cet audit de gestion et dans le cadre des marges de manœuvre que nous avons détectées et que nous avons quantifiées, il y aura un budget qui sera attribué aux associations de façon équitable, je le disais, et dans le cadre de conventions d'objectifs entre la commune et ces associations. C'est-à-dire que, bien évidemment, les associations doivent présenter le programme qu'elles portent et pour lesquelles elles demandent des subventions. Et c'est en fait de la coopération aussi dans la durée, parce qu'il ne s'agit pas de lancer quelque chose et de dire on vous accompagne cette année, mais que l'année prochaine, l'association doit se poser des questions, parce que les programmations, notamment en matière culturelle, se font au-delà d'une année. Donc ce sont des conventions, des accords qu'il faut prendre dans la durée pour assurer la pérennité. Justement, les associations qui fonctionnent et qui sont source de richesse, si je puis dire, parce qu'elles font rayonner notre ville. Très bien. On continue, Ludovic. Troisième thème tiré au sort. Au hasard. Hop, allez-y. Ah, on dirait qu'on joue à Motus. Ça boulegue. Voilà. Ben, c'est drôle, oui. Ça donne un côté un peu rigolo. Patrimoine. Monica Michel, question sur le patrimoine. Alors, si vous voulez, j'en ai une ici rapidement. Souhaitez-vous conserver la gestion municipale des monuments ? Mais bien évidemment. Bien évidemment. Arles a une richesse patrimoniale extraordinaire. Et elle sait très bien, et elle a bien réussi d'ailleurs à la mettre en valeur et à faire en sorte que ces richesses apportent des retombées pour la ville. Il est indispensable que la commune continue directement à gérer ce patrimoine. Par contre, je pense que ce patrimoine peut aussi servir différemment, si je puis dire. Si nous prenons le cas des cryptoportiques, dans ma proposition, dans le cadre du projet que je propose pour Arles, je propose qu'on organise un genre de carnet de voyage, un genre de festival du carnet de voyage, bien entendu en retravaillant sur les accès pour s'assurer la sécurité dans ce domaine-là, et que ça puisse permettre aussi d'étaler un petit peu plus la saison touristique, parce que bon, on le voit, dès qu'on arrive un peu en hiver, c'est le calme plat, si je puis dire, et c'est important de pouvoir étaler un peu cette saison touristique et ouvrir la ville à un tourisme plus 4 saisons qu'autre chose. Donc non, le patrimoine, très clairement, doit rester dans le giron de la ville. Ludovic, une question. Oui, à ce propos, j'ai une question justement sur le patrimoine. Comment ne pas parler du musée Réatu qui souffre ? Quel rôle pour un musée municipal d'art contemporain au milieu de toutes les institutions privées que compte la ville ? Quels moyens pour ce musée ? Pour le sauver, en gros ? C'est la question qu'on vient de me poser. Oui, tout à fait. Mais le musée Réatu est typiquement, c'est vrai, c'est le seul musée communal, si je puis dire, que nous avons. Et il est indispensable que la commune mette en place, effectivement, sanctuarise un budget pour veiller à la pérennité de ce musée, très clairement.
Également, on a eu beaucoup de questions concernant, et au niveau du patrimoine, les difficultés que peuvent rencontrer certains habitants, propriétaires de maisons, à changer des volets. Ils se retrouvent souvent coincés par rapport à une politique patrimoniale assez fermée. Comment voyez-vous la chose, vous, à l'heure actuelle, sachant que Arles est une ville de patrimoine, comme vous l'avez dit, et qu'il faut arriver à jongler entre les deux? Alors, je pense qu'effectivement... Des volets, des fenêtres, c'est un exemple. Ou même des commerçants. Ou même des commerçants. Surtout des commerçants. Et surtout des commerçants Là, qui veulent embellir leur parle... façade et qui ont oui, bien sûr. Mais là, on parle plus de cœur de ville. Vous savez que Arles, comme Tarascon, ont été retenus dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. C'est un programme qui mobilise des fonds. Très clairement, pour que les villes qui font partie de ce programme puissent faire effectivement trouver des financements pour redynamiser le centre-ville. Et ça comprend aussi, bien entendu, des financements ne sont pas des dons nécessairement ou des subventions, ce sont des financements, ça peut être des prêts à taux bonifiés ou en tout cas, ça permet aux propriétaires de pouvoir bénéficier, parce que effectivement, c'est pas donné, de pouvoir bénéficier de taux intéressants pour rénover leur façade. Et ce qu'on prévoit, effectivement, nous, dans le cadre de notre projet, c'est qu'il y ait une entité qui soit créée. D'ailleurs, ça peut très bien être une émanation de la SAMPA, qui puisse prendre en charge ce genre de travaux pour veiller effectivement à ce que nous n'ayons plus de commerce vide, par exemple, si on parle du centre-ville, que les commerces vides d'aujourd'hui puissent être rénovés, puissent être remis sur le marché pour participer à cette redynamisation de la ville. Très bien, on continue avec le 4e thème, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Ludo. Allez. C'est la surprise. Il est bien plié celui-là. C'est moi qui l'ai plié. La ville du futur. La ville du futur. Comment voyez-vous la ville dans 15, 20, 30 ans ? Alors la ville du futur, pour moi, c'est-à-dire aussi qu'il y aura le contournement autoroutier qui aura été fait. Il y aura entre-temps une requalification de la RN 113 qui traverse la ville aujourd'hui. C'est un travail qui va s'engager maintenant, d'ailleurs, sur ce projet de requalification. C'est-à-dire que Arles puisse effectivement être une ville sereine dans le cadre de la mobilité qu'on peut imaginer. Tout d'abord, une ville qui respire. C'est-à-dire que c'est une ville qui aura un réseau de pistes cyclables. Et je dis bien un réseau de pistes cyclables, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un quartier et qu'on veuille aller en ville à vélo, eh bien qu'on puisse le faire en toute sécurité, sans qu'il y ait rupture dans le cadre de ces pistes cyclables. Qu'il y ait des parkings relais autour de la ville, mais des vrais parkings relais qui disposent de navettes qui permettent aux personnes de rentrer dans la ville aisément, qu'il s'agisse de personnes à mobilité réduite, de seniors, de mamans avec les enfants, etc. Des parkings gratuits ou des parkings payants ? Alors, des parkings qui soient payants et qui permettent effectivement de financer les navettes, mais que les navettes, à ce moment-là, évidemment, soient gratuites, qui permettent de financer ces navettes. Qu'il y ait un stationnement qui soit payant, mais qui ne soit pas aussi cher, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez rédhibitoire aujourd'hui lorsque on veut aller manger en ville. En 2 heures, on a vite fait de payer quasiment le prix du repas en frais de stationnement. Donc, qu'il y ait des frais de stationnement qui soient raisonnables, qui ne soient pas à ce niveau actuel. Et donc, au niveau des nouvelles technologies, puisqu'on est sur la ville du futur, êtes-vous pour ou contre la 5G ? Alors, ça, c'est une question qu'on ne m'a pas posée jusqu'à maintenant, mais comment voulez-vous, à l'ère d'Internet, ne pas disposer des moyens pour pouvoir effectivement se connecter ? Et si nous voulons avoir une ville
intelligente, si je puis dire. Si nous voulons avoir une ville, par exemple, qui soit éclairée la nuit. Aujourd'hui, si vous partez du musée Réatu pour aller dans le centre-ville à 20h, il faut utiliser votre lampe torche si vous voulez arriver sans vous casser 2 bras, 2 jambes. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un éclairage de la ville qui soit géré justement par des systèmes de réseau, donc enfin un réseau internet, si je puis dire. Oui, je pense que c'est important que nous ayons une ville qui soit intelligente dans ce domaine-là aussi. Et nous parlons de l'air aussi en matière d'environnement moderne, où les voitures électriques pourront circuler, mais pour cela, il faut que les voitures puissent se recharger. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui est venu pour intervenir lors d'une de mes réunions publiques. Il est venu en voiture électrique et il pensait tout à fait pouvoir recharger sa voiture avant de partir. Et ben, il est tombé en panne. Ben voilà, donc ça, c'est pas possible. Et je pense que c'est indispensable que nous puissions nous organiser pour que, effectivement, il y ait cette possibilité-là aussi dans le cadre de la ville du futur. La ville du futur, pour moi aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une desserte qui soit en phase avec les flux, les lieux de consommation, les lieux où vont les personnes. C'est-à-dire que dans la prévision que nous avons pour Arles 2030, c'est de mettre en place un bus à haut niveau de service avec des parkings relais qui partent de Trinquetail, qui aillent vers les centres commerciaux, qui aillent à l'hôpital, qui tournent vers le Trébon et qui remontent sur l'autre centre commercial. Voilà. Justement, vous parlez de Trinquetail rapidement. Oui. On parle d'un casino sur Trinquetail. Quelle est votre position là-dessus ? Moi, je suis totalement contre le projet tel qu'il a été présenté par la commune, parce que c'est un projet qui est extrêmement coûteux et il n'est pas certain que nous puissions avoir les retombées qui sont annoncées par Monsieur le maire. Vous savez, lorsque vous regardez le rapport d'orientation budgétaire 2020 qui a été voté le 18 décembre dernier par le conseil municipal, il y a 4,32 millions d'euros qui sont prévus pour les porteurs de projets pour ce casino. C'est-à-dire que la commune est prête à donner plus de 4 millions d'euros à des porteurs de projets privés, des millions d'euros qui pourraient financer largement les infrastructures diverses et variées dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est un projet qui est un projet basique qui n'apportera rien à la commune, à part peut-être des problèmes. Sur un site où il y aura un parking de 20 ou 30 places, et là, c'est quand même très surprenant. Vous savez, nous sommes dans une ville avec un patrimoine extraordinaire. Lorsque vous êtes à Trinquetail et que vous regardez la ville d'Arles, c'est une beauté. Et je me demande, dans le cadre de ce projet, ce qui a été prévu lorsqu'on sera dans le centre, lorsqu'on sera du côté d'Arles et qu'on regardera Trinquetail. Personne n'en parle, mais ça peut aussi être un problème, si je puis dire, en matière architecturale. Et en tout état de cause, dans le cadre du projet que je propose, c'est de dire que un casino, pourquoi pas à Arles ? Mais pas un casino basique avec une salle de spectacle qui ne comprend que 300 places assises, alors qu'on annonce 800 places. Dans la réalité, c'est 300 places. On annonce 800 places et un hôtel aussi, en plus de ça. Alors, lisez bien la DSP, 300 places assises, 500 places debout. D'accord. Mais est-ce qu'on a déjà une salle de spectacle de 300 places à Arles où on peut faire des spectacles ? On en a pas du tout. Vous avez le Palais des Congrès de 2000 places, qui offre 2000 places. Pas pour les concerts de musique. Actuel. Ce que je propose, c'est que dans cet espace Arrelat, nous ayons un complexe. Pourquoi pas avec un casino, mais dans le cadre d'un vrai partenariat avec le privé pour avoir quelque chose qui réponde vraiment, comment vous dire, à la qualité de la ville d'Arles. Que ce ne soit pas un projet basique de machine à sous. Pas un casino pour un casino.
pas un casino pour un casino, que ce soit un complexe. Il est prévu qu'il y ait un complexe cinématographique, que ce soit un lieu, effectivement, pour que les jeunes puissent trouver eux aussi leur compte dans le cadre de ce qui pourrait être organisé pour eux. Qu'il y ait dans cet espace à Relatte, pourquoi pas un complexe de casino avec un hôtel 5 étoiles. Le projet d'hôtel 4 étoiles à Trinquetail ne répond pas aux besoins d'Arles. Si vous discutez avec les professionnels, avec Chambre de commerce, avec l'Office du tourisme, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut des hôtels 5 étoiles maintenant à Arles, si nous voulons attirer un tourisme d'affaires. Ce n'est pas une salle de spectacle de 300 places qu'il faut. Il faut une salle de spectacle de 2000 à 3000 places. Et donc, c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir grand et il faut voir beau pour Arles dans ce domaine-là. Et c'est tout à fait possible dans le cadre d'une négociation professionnelle. Et tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu concernant ce dossier de casino à Trinquetail, de mon point de vue, c'est absolument pas un dossier qui a été traité professionnellement. Et je le regrette profondément. On va continuer parce qu'il nous reste peu de temps et on veut aborder tous les thèmes. Le dernier thème tiré au sort. Alors c'est dommage parce qu'on parlait de Arles, ville du futur, mais Arles aussi, commune du futur. On a un Saligné qui nous a posé quand même une question. Êtes-vous pour ou contre le pont à Saint-Giraud ? Que faire pour améliorer le bon fonctionnement du parc de Barcarin aussi ? Il ne faut pas les oublier, c'est la commune d'Arles. Les Salignés qui nous regardent, ils sont très présents. Donc vite fait réagir, Monica, très rapidement. Vite fait, je pense que d'abord, ce sont les Salignés qui doivent savoir s'ils veulent un pont ou s'ils veulent un bac dans le cadre d'une consultation. Mais lorsqu'on dit un pont ou un bac, le pont ou le bac, il faut qu'on parle d'une qualité de service du bac qui réponde aux besoins des Salignés. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il faut effectivement mettre le conseil départemental devant ses responsabilités aussi pour que le service qui soit offert aux Salignés soit un service de qualité. Il ne faut pas oublier que les gens qui partent de Salins, souvent, ce sont des gens qui vont travailler de l'autre côté du Rhône. Donc, ils ont besoin, à tout moment, de pouvoir partir à l'heure où on peut arriver à l'heure au travail, sans être retardé, venir rentrer, manger à midi et repartir pour être à l'heure de nouveau au travail. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir un service qui ne soit pas à la hauteur des attentes. Donc, c'est important qu'il y ait un service de bac qui tienne vraiment la route. Et après, lorsqu'on compare entre bac et pont, mais qu'on compare un vrai service de bac face à un pont. Par rapport au pont, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est un pont qui pourrait accueillir des camions et qui ouvrirait ainsi la Camargue au transport de poids lourds ? Et ça me pose question. Mais à la fin des fins, je pense que c'est aux Salignés de décider dans le cadre d'une concertation sincère, franche et une consultation, si je suis élu maire, que je conduirai bien évidemment. D'accord. Dernier thème. Quand il ressort, après on les abordera tous par des questions-réponses assez rapides. Ouais. Allez-y. Merci. Nos quartiers prioritaires. Les QPV, Bariol, Tribon, Griffeuil, je les connais, je les ai parcourus, j'ai rencontré des gens qui y habitent. Malheureusement, ce sont des quartiers qui considèrent, en discutant avec eux, qui considèrent être des quartiers abandonnés. Et c'est vrai que lorsque vous parcourez ces quartiers, vous avez l'impression quand même qu'il ne s'y passe rien. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui habitent. Il se passe quand même certaines choses. Il se passe certaines choses, il y a des gens qui y habitent. Et c'est important que nos quartiers disposent des mêmes services que les centres-villes. Un gros problème dans les quartiers, c'est le logement, c'est l'habitat. Je suis désolée de constater à chaque fois que je me balade, si je puis dire, dans ces quartiers, de constater qu'en matière d'habitat, il n'y a aucune rénovation qui a été faite depuis des années. Si vous regardez au Trébon, à l'entrée du Trébon, vous avez des appartements qui sont murés. Alors, expliquez-moi, moi je ne l'explique pas en tout cas, comment on peut imaginer aujourd'hui avoir 2000 logements vides en permanence et en même temps continuer à construire des logements sociaux, alors que nous sommes tout à fait en ligne au niveau du nombre de logements sociaux dans notre ville. Donc, il est urgent qu'il y ait, une concertation, mais une concertation musclée avec ceux qui décident, c'est-à-dire les bailleurs sociaux qui n'ont pas fait leur travail. Il y en a qui l'ont fait à Bariol, c'est-à-dire que ça peut se faire.
Oui, il y a et je les félicite pour ceux qui... Et je les félicite pour ceux qui l'ont fait. Mais il y en a qui ne... On parle de nouveau centre commercial à Bariol. Rien n'est fait encore. Rien n'est fait encore, mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens qui habitent à Bariol, comme au Trébon et comme à Griffeuil, ils puissent loger dans des immeubles qui soient dignes de ce nom, qui soient rénovés. Il faut que les bailleurs sociaux soient mis devant leurs responsabilités dans ce domaine-là. Vous parlez d'appartements murés, d'appartements disponibles dans les quartiers. D'appartements vides. Vous savez que dans les appartements, dans les immeubles, notamment au Trébon, le ménage dans les parties communes est fait une fois tous les 15 jours. Ou alors n'est pas fait du tout. Justement, alors que les charges sont payées par les locataires. Continuer à peupler nos quartiers, mais pour les peupler... Mais je ne dis pas qu'il faut peupler les quartiers. Non. Je pense qu'il faut faire en sorte que les gens vivent dans des conditions dignes. Bien évidemment. Mais absolument. Comment déjà faire pour que ceux qui y habitent puissent déjà, avant de penser à réhabiliter des appartements qui ne fonctionnent pas, pour que les gens s'y sentent bien à l'intérieur. Comment à l'intérieur de leur quartier? Il faut que les quartiers soient peut-être aussi pris en compte comme tels, qu'il y ait par exemple pour les enfants des lieux, pour que les enfants, des jardins, pour que les enfants puissent... être en liberté sans qu'il y ait risque pour eux, qu'ils puissent traverser la route à tout moment. Si vous allez au Trébon, par exemple, le petit lieu où les enfants peuvent s'amuser, il est ouvert. Si vous n'avez pas quelqu'un qui les garde de très près, à tout moment, un enfant peut traverser la route et se faire renverser. C'est pas ce que j'appelle des conditions dignes pour que les enfants se sentent bien. Alors, de façon générale, ce que je constate dans nos quartiers, c'est qu'il y a cette espèce, comme je le disais, d'abandon en matière du logement. Il y a aussi une problématique qui est que l'attribution de logements se fait de façon un peu étonnante. Ce que j'ai entendu, c'est que parfois, il y a des décisions en matière d'attribution de logements qui ne sont pas très normales parce que ce qui n'est pas voulu à Marseille puisse être transféré, si je puis dire, dans les logements sociaux de nos quartiers ici. Et ça, il faudra être extrêmement vigilant, et je le serai, en matière d'attribution de logements, qu'il y ait beaucoup plus d'équité aussi dans ce domaine-là. Mais la priorité des priorités, c'est qu'il y ait une vraie mobilisation des programmes qui sont mis en place, qui sont disponibles. Le programme En Rue, par exemple, ici, on est très en retard là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont à disposition pour pouvoir faire ces travaux-là. Seulement, il faut se mettre autour d'une table, il faut déterminer ce qu'il y a à faire, et il faut travailler, il faut faire. Et alors, vous êtes pour un redéveloppement des services municipaux dans les quartiers, ou plutôt continuer à faire sortir les gens des quartiers pour se déplacer en centre-ville, pour avoir accès aux services municipaux? Mais non, il faut que les services dans les quartiers soient tout à fait les mêmes que dans le centre-ville. Il ne faut pas créer des ghettos. Absolument pas. Mais il faut qu'il y ait de la mobilité. Il faut que les gens puissent disposer de moyens de transport pour venir en ville, le cas échéant. Donc, c'est clair que lorsqu'on est dans un quartier, on ne doit pas se sentir abandonné. Mais il n'y a pas que ça. Il faut que la culture aussi se retrouve dans les quartiers. Et ça passe par l'ouverture des annexes de la médiathèque. On reboucle avec ce point-là. Annexes qui sont fermées aujourd'hui, comme vous le savez. Alors, Monica, on va passer directement aux 10 thèmes donc, que vous n'avez pas tirés au sort, avec des questions et des réponses assez rapides. Je sais que ça va être compliqué, c'est toujours difficile, mais on essaye d'avoir ce fonctionnement-là pour après, ensuite, parce que je vois Ludovic qui, depuis tout à l'heure, s'affaire sur le live, donc il doit y avoir pas mal de questions à vous poser. On va commencer par le chômage. Pour vous, est-ce que la mairie doit être l'un des premiers employeurs de la ville ? C'est pas ainsi que je vois les choses. Vous savez que le taux de chômage à Arles est de 3 points supérieur au taux de chômage Vous avez le chiffre national. On est à 11,6 de taux de chômage à peu près. Et ce n'est pas normal. Alors lorsqu'on dit que le taux de chômage a baissé à Arles, il a baissé au niveau national. Vous avez entendu des chiffres récemment. Moi j'ai 9%. Hein. Donc, à Arles ? Oui. Mais non, absolument pas. D'accord. C'est 11,6%. Non, c'est pas 9%. 9%, c'est à Salon de Provence. Et 7 et quelques %, c'est à Aix-en-Provence. Donc là-dessus, je suis très claire. Et ce n'est pas ainsi que je vois. Employeur. Ce n'est pas ainsi que je vois les choses. Je pense que la ville a une richesse. Ce sont ses ressources humaines.
C'est clair. Il faut que les gens soient organisés, soient formés pour qu'ils puissent répondre effectivement à leur mission. Eux aussi, dans la sérénité. Et nous devons développer l'emploi chez nous. Mais au sein de la mairie d'Arles, est-ce que vous comptez embaucher ? Est-ce que la mairie peut être... Il est impossible de vous dire une chose pareille aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, la première chose à faire, c'est de conduire un audit participatif, de comprendre l'état de fonctionnement de la commune avant de pouvoir dire... Je pense qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est que les agents, de ce que j'ai entendu, ne sont pas considérés nécessairement. Il y a une souffrance de ce que j'entends. Et ça passera effectivement par la compréhension de tout ça et mettre effectivement en place les moyens qu'il faut pour que les gens soient formés, qu'ils fassent le travail pour lequel ils sont formés et introduire de la vraie sérénité chez eux, mais aussi une organisation. Parce que l'impression que j'ai, c'est qu'il manque atrocement nos agents d'encadrement intermédiaire pour que le travail soit organisé, que les objectifs soient fixés, que les personnes aient les formations qu'il faut pour le travail qu'on leur demande. Très bien, on continue. Économie. Arles détient un fort taux de logement dédié au Airbnb. On peut le citer. Pour vous, est-ce une aubaine ou un fléau pour les Arlésiens ? Alors, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est comme souvent un peu au milieu, c'est un peu des deux. Très clairement, ça pose un problème d'avoir trop de Airbnb parce que ça introduit une espèce un genre de système où obligatoirement en dehors de la saison, ça participe au fait que la ville manque de dynamisme parce que les appartements sont fermés. Donc plutôt un fléau pour les Arlésiens. Et ce n'est pas une solution. Mon objectif, c'est de mettre en place un système de permis de louer. D'accord. On continue. À voir à quel endroit, mais ça sera mis en place. D'accord. Tradition, la gestion des RN en délégation de service public ou en commission municipale ? Alors, à ma connaissance, la gestion des arènes a toujours été en DSP. Il y a eu effectivement quelques polémiques ici et là. Je ne vois pas pourquoi il y aurait du changement dès lors qu'on fait les choses dans les règles et dans le respect des règles. Très bien. Pour ou contre l'autorisation de discothèques et de bars de nuit dans le centre-ville ? Je pense que si nous voulons avoir une ville qui soit animée, il faut qu'il y ait une ville qui soit animée tout en respectant aussi les gens qui y habitent. C'est toujours le problème. Donc, en ce qui me concerne, dans mon projet avec l'équipe qui est avec moi, nous comptons avoir un adjoint à la nuit. Un adjoint qui sera en charge. Qui travaillera que la nuit. Ben non, il travaillera la journée pour que les Arlésiens puissent être heureux la nuit, ceux qui veulent dormir et ceux qui veulent s'amuser. D'accord. On continue avec le centre-ville. Faut-il, d'après vous, baisser ou augmenter le forfait de stationnement ou les abonnements ? Vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Ah non, je vous ai répondu. Pour moi, le stationnement est trop cher en ville. Et ce que j'en compte mettre en œuvre si je suis élue, pendant une période de 6 mois, une période expérimentale, parce que pour comprendre l'impact ou pas, c'est de mettre en place la gratuité entre midi et 2 et de mettre en place la gratuité le dimanche. D'accord. Très clairement. Et de travailler. On ne peut pas imaginer réduire immédiatement le coût du stationnement, mais travailler sur sa réduction, effectivement, pour amener à un tarif qui soit plus acceptable. Mais il faut savoir aussi qu'en fait, il y a eu des augmentations fortes du tarif de stationnement pour combler les vides que la commune vivait au niveau de sa gestion. Ça a été des décisions dans ce sens-là, et je trouve ça bien dommage que ce soit celui qui vient stationner, qui vienne remplir les caisses de la commune. On continue avec de l'écologie. Pour ou contre l'utilisation d'engins thermiques par les agents municipaux ? D'engins thermiques par les agents municipaux, c'est-à-dire les engins pour nettoyer, pour les souffleurs, etc. Dans la mesure du possible, il faut faire en sorte, effectivement, que ce soit des engins qui ne soient pas trop polluants au niveau effectivement, de l'atmosphère et polluants aussi au niveau de l'audition, si je puis dire. On continue avec l'avant-dernier thème, c'est la sécurité. Arles est-elle, d'après vous, une ville dangereuse ? Je pense que Arles est une ville, et dans toute ville, il peut y avoir quelques dérapages, mais nous avons quand même
il faut le constater, eu des sacrés dérapages ces derniers temps. Et ça me... On a eu beaucoup de questions là-dessus d'ailleurs. Oui, ça ne m'étonne pas. Mais la grosse problématique que nous avons, et ce que j'entends ce que disent mes collègues, mais ça c'est à l'État. Mais non, la commune a aussi sa responsabilité sur ce sujet-là. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde l'organisation que nous avons en matière de police municipale et en matière de surveillance par caméra, le ratio suivant le ministère de l'Intérieur en nombre de policiers municipaux est d'un policier municipal pour 1000 habitants. Nous sommes 53 000 habitants, c'est-à-dire que nous devrions avoir au moins 50 policiers municipaux qui viendraient en complément, effectivement, des forces de police nationales. Aujourd'hui, nous sommes 12. Nous avons 12 policiers municipaux pour couvrir le territoire. C'est impossible à gérer. Nous avons 35 caméras avec un écran de 17 pouces pour suivre ce qui se passe dans la ville. C'est pas possible, ça. Donc, il faut revoir fondamentalement ce sujet-là. Et si je suis élue, la première chose que je ferai, j'investirai. C'est-à-dire que je recruterai des policiers municipaux. Et nous veillerons à ce qu'il y ait un CSU qui soit digne de ce nom, qui soit digne d'Arles. Après, en ce qui concerne les policiers municipaux, il faut qu'ils aient l'équipement qui va bien pour effectuer leur mission. Est-ce qu'ils doivent être armés ou pas? C'est un sujet qui sera à discuter avec l'État. D'accord, avec l'État. Pour l'instant, vous n'avez pas de... Non, je dis que c'est un sujet. Moi, je ne peux pas dire qu'on doit absolument armer les policiers municipaux aujourd'hui. Il faut comprendre aussi, est-ce que notre police municipale a une formation dans ce domaine-là ou pas? Donc, c'est quelque chose qu'il faudra voir et travailler avec l'autorité publique, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que si je suis élue au mois de mars, il y aura augmentation du nombre de policiers municipaux pour assurer cette sécurité dans la ville et dans les quartiers aussi, aux côtés des forces de police ou de gendarmerie, et que les policiers soient équipés comme il faut et avoir en matière d'armement ce qui est nécessaire ou pas. Très bien. Et on finit très rapidement sur la propreté. Pour l'enlèvement des graffitis et une ville sans tag, ou pour un accompagnement des graffeurs? Moi, j'aime bien les graffitis, mais pas partout. Je pense que nous avons... C'est dommage. Nous avons une ville sale. Et je ne peux pas imaginer qu'on puisse continuer comme ça à avoir des immondices qui s'entassent près du Rhône, pas nécessairement dans l'hypercentre, mais Arles n'est pas propre. Donc, il faut absolument qu'il y ait ce travail de nettoyage, de propreté qui soit mis en place. Et graffiti, ma foi... ce serait quand même bien dommage que nos bâtiments historiques soient tagués. Je pense qu'il y a aussi un certain respect à avoir de ce patrimoine-là. Nous avons vu tout récemment que les commerces du centre-ville, un beau matin, se sont réveillés en étant tagués de partout. Je n'ai pas trouvé ça très sympathique pour nos commerçants. Il faut savoir respecter aussi le bien des autres. Très bien. Alors, on a pris un peu plus de temps. Ludovic, est-ce qu'on peut-être on peut ne pas passer à la deuxième pause musicale? On va éviter la pause musicale. On va éviter la pause musicale pour pouvoir traiter toutes les questions parce que je crois qu'il y a beaucoup de réactions. Alors, j'étais pas prêt, moi, mais... Donc, on n'entendra pas Sinclair? On n'entendra pas Sinclair, qui était le morceau choisi par Monica Michel. On le mettra en fin d'émission. Sinclair, arlésien d'adoption, quand même. On le mettra en fin d'émission. On le mettra en fin d'émission pour terminer. On peut le fredonner. Oui, donc du coup, alors, des questions. Je vais démarrer. Avec la question d'un commerçant inquiet, pas en colère mais inquiet, qui nous demande de poser une vraie question. Comment allons redynamiser le centre-ville? Pouvons-nous écouter les Arlésiens quand ils souhaitent dynamiser le cœur de la ville? Car depuis 4 ans, aucun chalet, aucune communication avec les commerçants pour dynamiser, des brocantes, des jeux pour les enfants sur la place du Forum qui est vide. Pourquoi ne pas s'inspirer des villes voisines? Marché de Noël de 1 mois, 1er décembre au 31 décembre. Allons-nous donner envie aux Arlésiens, mais aussi gens de l'extérieur, de venir dans le centre-ville, car attention, à force, les petits commerçants, vestimentaires fermeront et le centre-ville sera fini. Aujourd'hui, toute la place du Forum ferme en janvier. Ils s'inquiètent de tout ça. C'est un cri du cœur, quoi. Et voilà. C'est une inquiétude que je comprends tout à fait. Et
Élu maire en mars, je mettrai immédiatement en place une commission extra-municipale qui comprendra des commerçants. Parce que je pense que les commerçants savent très bien ce qu'il faut faire pour le centre-ville et ils sont prêts vraiment à y travailler. Il n'est pas normal que nos places, place Voltaire, place du Forum, place Wilson, actuellement soient complètement vides. On pourrait les animer, été comme hiver. Il n'est pas normal qu'à Noël, nous n'ayons pas notre marché de Noël. Et je pense que les commerçants sont ceux qui sauront ce qu'il faut faire. Et je mettrai cela en place immédiatement. Ben je pense que c'est une bonne réponse. Voilà. Et si je confirme, je suis passé tout à l'heure, il n'y a strictement personne. Mais il n'y a personne. Il faut qu'on attire les gens. Quand vous entendez au moment des fêtes de Noël dans d'autres villas, mais ils ont fait venir on peut faire du patinage, ou on pourrait imaginer se mettre autour de la table, réfléchir, et on aura le temps, entre le mois de mars et le mois d'octobre-novembre, de décider sur des choses qui correspondent aux besoins des commerçants, aux besoins des citoyens. Vous pensez que c'est associable avec ce qui se passe déjà, avec les drôles de Noël ou les événements qui sont mis en place? Est-ce que les deux peuvent être mis, vous pensez Moi, je pense qu'il faut mettre tout ça à plat et réfléchir différemment. D'accord. Et il faut aussi que Noël soit Noël ailleurs. Noël à Salins, Noël à Salier, Noël au Sambuc, pas seulement Noël à Arles. D'accord. Et c'est pour cela qu'il faudra associer les personnes qui ont envie de ces changements. Très bien. Alors, rapidement aussi, on a Laurence qui nous pose une question, qui s'est intéressée à votre programme. J'ai lu votre programme d'hier soir, on va revenir un tout petit peu sur la sécurité. Lorsque mon fils est rentré de votre meeting, comment comptez-vous engager 50 agents de police municipale en plus? Avec quel budget? Comment? Alors, s'il y a une chose qu'il faut faire absolument, c'est s'assurer de la sécurité dans cette ville et dans ces quartiers et dans ces villages et hameaux. Donc, nous mettrons en place les moyens financiers pour le faire. Ça ne sera pas fait dans le mois qui suivra mon élection, si je suis élue. Ça sera fait progressivement, mais ça sera fait dans l'année. Vous le confirmez, ça? Je le confirme absolument. Je le confirme absolument parce que c'est indispensable. Où comptez-vous aller chercher les fonds? Parce que les Arlésiens veulent savoir comment justement on va financer. Est-ce qu'il va y avoir une hausse des impôts? Absolument pas. Je vous ai parlé. Non, absolument pas. Je vous ai parlé des marges de manœuvre qu'on a vues, qu'on a détectées avec précision dans le cadre du budget dont nous disposons, des chiffres dont nous disposons du budget de la ville. Et il y a absolument moyen de recruter, de former. Et on peut peut-être imaginer aussi qu'il y ait des personnes qui travaillent déjà à la mairie, qui souhaitent, après une formation adaptée, s'orienter vers la sécurité. Il y aura 50 personnes de plus, en tout cas, d'ici la fin de l'année 2020 dans notre système de sécurité. Prenons note. Absolument. On continue. On pourra en reparler à la fin de 2020. J'ai une question du coup culture. On n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose quand même qui fait partie intégrante d'Arles, c'est la fondation Luma. J'ai Sabrina, 29 ans. Vis-à-vis de la fondation Luma, une puissante locomotive pour les transformations de la ville d'Arles, quelle relation de partenariat souhaitez-vous engager? La question de l'aménagement des abords des ateliers est en question avec le sens de circulation, avec les jardins des ateliers, qui sera co-géré entre la mairie et la fondation. Quels seront vos principes de collaboration? Je pense que la collaboration sera à développer absolument dans le cadre d'une convention de partenariat, une convention pas seulement avec Luma, avec les rencontres de la photo aussi. Il faut que les investisseurs privés qui viennent ici à Arles et qui font confiance en investissant, qu'ils puissent effectivement travailler dans la sérénité eux aussi, dans le cadre d'une convention de coopération avec la ville qui décline très clairement les droits, les obligations des uns et des autres. Et il va de soi que la commune sanctuarisera les moyens, comme dans le passé, pour s'assurer de cela. À l'heure actuelle, quel rapport entretenez-vous avec la Fondation Luma et avec Maya Hoffman, éventuellement, en tant que députée peut-être? Non, je n'ai pas particulièrement de rapport avec Luma et avec Madame Hoffman. En tant que députée, j'ai sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec elle. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, moi, je n'ai absolument pas de problème avec
ni la Fondation Luma, ni Madame Hoffman. Et je suis ravie qu'il y ait la Fondation Luma, qui soit installée chez nous, effectivement. Et plus personnellement, que pensez-vous de la tour ? Ah, mais c'est une œuvre assez... c'est une question que beaucoup d'Arlésiens se posent. C'est très original et c'est vrai que suivant l'heure du jour, c'est changeant. C'est la modernité face à l'Antiquité et c'est effectivement après à nous de faire jouer, cohabiter ensemble ces espaces. Vous parlez du jardin des ateliers, mais il faudra, je pense, renégocier à la base les responsabilités des uns et des autres. Il y a d'une part l'aménagement, mais il y a d'autre part aussi l'entretien. Il ne faut pas oublier que l'aménagement, c'est ponctuel, mais l'entretien, c'est dans la durée. Donc, il faudra renégocier tout cela. Très bien. J'ai une question très simple, mais que sûrement tout le monde se pose. C'est Fatima qui nous la pose. Quel serait votre projet pour développer l'emploi sur Arles ? Alors, pour développer l'emploi sur Arles, si je peux me permettre, il faut faire venir des entreprises. C'est-à-dire que la première chose à faire en coordination avec la communauté d'agglomération, comme vous le savez, qui a la compétence économique, ce sera de créer une agence de développement pour le pays d'Arles et pour la ville d'Arles aussi. Une agence de développement dont la mission sera d'identifier ce que nous avons comme opportunités chez nous. Et des opportunités, il y en a. Nous avons un port, nous avons des hectares de terrain qui sont ouverts à l'installation d'entreprises. La Compagnie nationale du Rhône, qui a la DSP de l'État dans ce domaine-là d'ailleurs, a lancé un appel à projet sur mon insistance particulière et l'insistance de la Chambre de commerce pour que les entreprises viennent s'installer sur le port, simplement sur une vingtaine d'hectares. Mais il y en a 50 d'hectares, donc il faudra qu'il y ait d'autres appels à projet pour faire venir des entreprises chez nous. Nous avons des... Pardon. Nous avons du foncier ailleurs. Je pense que vous avez parlé de la ville du futur. Arles aussi a un rôle à jouer dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions créer chez nous l'espace pour que les start-up qui œuvrent dans le domaine du numérique, la Chambre de commerce s'y emploie, mais aussi dans le domaine de l'environnement, puissent avoir des lieux, des espaces de coworking pour venir s'installer chez nous, créer de l'emploi, notamment pour les jeunes. Je pense qu'à Salène-Giraud, par exemple, il ne vous a pas échappé qu'il y a une entreprise qui développe des produits de biocontrôle en remplacement de pesticides qui reçoit des awards, si je puis dire, du monde entier quasiment, alors que ces produits-là sont fabriqués à Salène-Giraud. Mon objectif, c'est de créer un incubateur de start-up spécialisés dans le domaine justement de biocontrôle, de produits qui pourraient remplacer les pesticides pour l'agriculture en général, pour ce qu'on peut produire ici chez nous. Ça, c'est source, c'est créateur d'emplois aussi. Il nous reste 2 minutes, on a peut-être une Il question. nous reste la dernière question, la question récurrente, malheureusement, qu'on doit quand même vous poser à chaque candidat. Dans le cas où, Monica Michel, vous passez pas au second tour, est-ce que vous allez soutenir un candidat ? Oui, non, vous pouvez nous dire. Qu'est-ce que vous comptez faire ? C'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Alors, moi, je compte gagner. Donc, excusez-moi. Je pense qu'on aura toujours la même réponse. Je suis désolée, je n'ai pas entendu la réponse de votre candidat hier. Je suis navrée parce que hier soir, comme vous le savez, j'étais en meeting. Mais non, je compte gagner. Donc, voilà. D'ailleurs, vous avez des acquaintances avec d'autres candidats ? Vous les connaissez tous ? Je les connais pas tous, non. Je les connais, oui, comme ça. D'accord. Pas de bonnes relations particulières. J'ai des relations normales. Tu n'auras pas de ton petit préféré. Non, je vois. Pas de petit préféré. Mais c'est normal. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'émission d'hier, je vous invite à la revoir en replay. Ouais. Ah, mais avec plaisir. Comme l'émission de ce soir, donc qui touche à sa fin. Stéphane ? J'ai une petite dernière question. Ah, alors vas-y. Voilà. On est là pour ça. Est-ce que vous seriez partante pour participer en cas de si vous passez au deuxième tour, pour pouvoir être en finale et faire le débat d'entre les deux tours sur Radio RPA. Mais bien sûr.
Invitez-moi, je viendrai. Merci en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup à vous. C'était On a très essayé sympathique. de retranscrire le maximum de questions que vous nous avez posées. On en a eu beaucoup pour vous. C'était pour l'instant la personnalité qui a eu le plus de questions sur le. Wow. Voilà, donc je tiens à le dire. Pour répondre à certaines attaques dont nous avons été victimes hier, sachez que nous sommes une radio associative. Nous avons tous des divergences politiques différentes et des accointances différentes avec des bords politiques, et que nous ne sommes ni tractés, comme ça a été dit, par une autre organisation, ni dirigés par quelqu'un. Nous essayons de retranscrire le plus simplement et le plus normalement possible la parole des Arlésiens. Nous avons créé ces émissions pour cela. Et d'ailleurs, les initiatives que nous avons mis en place, c'est d'avoir tous les candidats et de leur donner le même temps de parole. Voilà, nous sommes neutres, nous sommes arlésiens, et nous avons nous aussi envie d'écouter et de vous écouter chaque candidat les uns après les autres. Voilà, donc on tenait à le dire, et on tient à vous remercier d'être venus, d'avoir été sincères le plus possible, nous l'espérons. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas être autrement que sincère dans ma vie personnelle comme professionnelle et politique maintenant. Je tiens à vous remercier aussi, et je pense que c'est extrêmement important d'avoir ce genre d'exercice qui permettent aux Arlésiennes, aux Arlésiens de poser leurs questions, d'avoir réponse à leurs préoccupations. Donc Voilà. merci à vous. Merci beaucoup. Et on n'a pas pu poser toutes les questions. Vous pouvez continuer à poser les questions sur le Facebook Live. La vidéo en replay va tourner. La vidéo d'hier où il y a eu un petit bug technique, vous pouvez la retrouver sur YouTube en intégralité, parce que le bug technique est dû à une borne 4G que nous avons ici, et c'est très compliqué parce que nous n'avons pas la fibre. Donc il y a des problèmes de temps en temps de bugs. Donc vous pouvez la retrouver en intégralité et non coupé sur YouTube, sur le site www.radio-rpa.fr. On se retrouve demain avec Cyril Juglaré, 19h sur Radio RPA. Merci beaucoup et à demain. Élection municipale 2020 sur Radio RPA.